Bonsoir Axel Kahn, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes médecin généticien, je le disais, ancien président de l'Université Paris-Descartes et essayiste, ancien candidat aussi politique du Parti Socialiste Absolument, à Paris. présenté par le Parti Socialiste, Voilà, parce que ça. Moi, j'ai jamais été membre du Parti Socialiste. Du Parti Socialiste. Alors, le Parti Socialiste, justement, le gouvernement, l'Élysée, on a l'impression qu'il y a un cafouillage, qu'il y a un malaise sur cette question de la procréation médicalement assistée. Un jour, c'est oui, un jour, on attend, un jour, on consulte. Qu'est-ce que ça révèle, à votre avis ? Tout d'abord, dans ces grands sujets de société, la PMA, même le mariage entre personnes de même sexe, etc., il doit y avoir d'une certaine manière une liberté de conscience. Donc qu'il puisse y avoir des sensibilités différentes, à gauche comme à droite. Parce que à droite également, il y a par rapport à ces questions, des avis qui, vous le savez, sont différents. D'ailleurs, même dans les votes, ça se manifeste. Ça se verra. Voilà. Si bien que ça n'est pas totalement anormal. Alors là, je crois que dans cette affaire-là, ce qui a été en cause, je ne suis pas du gouvernement, hein, mais ce qui a été en cause, ce sont les conséquences de la saisine du Comité consultatif national d'éthique par le président de la République. Tout d'abord, je tiens à dire que je crois que c'est tout à fait normal que François Hollande ait saisi le Comité consultatif national d'éthique. Il faut se rappeler comment et pourquoi il a été créé, ce comité. Il a été créé en 1983 par François Mitterrand, justement après la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette français, absolument. Et à ce moment-là, Mitterrand disait « J'ai peur que la science aille plus vite que la réflexion et la pensée des citoyens. » Et donc, lorsqu'il s'agit d'une extension du champ de la procréation médicalement assistée, je crois qu'il est tout à fait logique de demander à un comité qui est consultatif, il n'est que consultatif naturellement, de demander son avis. Mais dès lors qu'on demande son avis, on n'est pas obligé de le suivre. Mais en tout cas, on est obligé d'attendre sa réponse. Donc voilà ce dont il s'agit. Cela pourrait, vous personnellement, vous seriez favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à des couples de même sexe ? Moi, écoutez, le terme favorable n'est pas le bon parce que personnellement, j'ai fait mes enfants de manière extrêmement traditionnelle sans avoir recours à la PMA. Je n'ai pas de raison de m'y opposer chez des femmes. Pour quelles raisons ? Très rapidement. Premièrement, aujourd'hui, elles sont un très très grand nombre à aller en Espagne ou bien en Belgique, absolument, qu'elles soient célibataires ou bien en couple, peu importe. Et là, le don de sperme, il est payant. C'est-à-dire que ces femmes, quand elles ont des moyens, elles vont acheter des paillettes de sperme pour une procréation médicalement assistée. Et en France, si on l'ouvre, naturellement, c'est un don de sperme qui est gratuit. Premier élément. Le deuxième élément, c'est compliqué. Mais si l'on considère que des femmes peuvent se marier, que ce mariage est légitime par conséquent. Ce couple entre deux femmes, il est en tant que caractéristique du couple, c'est un couple qui est stérile. Et est-ce que l'on va demander à ces femmes, si elles veulent avoir des enfants, d'avoir un rapport hétérosexuel? Moi, honnêtement, je trouve ça difficile. Si bien que je n'ai pas d'argument important pour m'opposer à l'ouverture de la PMA aux femmes en couple. C'est-à-dire qu'ils auraient les mêmes raisons et le même type de situation, de dossier finalement, que des couples hétérosexuels qui aujourd'hui se tournent vers la PMA. Alors après... Il faut élargir un peu. Je reconnais que entre, on va dire, l'infertilité, la stérilité organique liée à une maladie, à une malformation, à une opération, à une infection, et la stérilité d'un couple, parce que c'est un couple d'un nouveau genre entre deux femmes, il y a évidemment quelque chose qui est différent. Mais ça n'est pas, me semble-t-il, une différence de nature. Et vous savez, quand on représente la puissance publique, pour dire non à une demande, il faut qu'on ait des raisons. Moi, je suis un peu sec à trouver une raison pour m'y opposer. Juste sur... concrètement et techniquement, c'est difficile quand même. C'est un cheminement d'aller vers une PMA. Ça n'est pas possible pour tous. Voilà, on n'a pas les moyens, souvent techniques, matériels médicaux, on les a, mais on ne peut pas les utiliser pour beaucoup de couples. Il faut beaucoup d'attentes. Donc, c'est un peu théorique, non ? Oui, c'est pas tellement vrai pour ce qui concerne... ce que vous me dites est certainement vrai pour l'adoption.
pour, en dehors de l'adoption, on va dire des enfants du conjoint, l'adoption d'un enfant venant par exemple de l'étranger est tellement difficile aujourd'hui, même chez des personnes de sexe différent, que ce n'est pas parce que ces personnes seront de même sexe que ça deviendra plus facile. En revanche, avoir une procréation médicalement assistée avec don de sperme, c'est-à-dire en réalité faire déposer dans les voies génitales de la dame une paillette de sperme. Non, ça n'est pas difficile. Il faut que les critères pour accepter cela soient des critères qui sont demandés en règle générale dans notre pays, qui sont des critères légaux, dans l'intérêt de l'enfant. Car l'intérêt de l'enfant, il doit bien évidemment rester central. Et là-dessus, vous êtes hostile à la gestation pour autrui, alors même que certains, et certaines femmes par exemple, comme Elisabeth Roudinesco, la psychanalyste, mais même Elisabeth Badinter, qui a travaillé beaucoup sur l'identité féminine et qui ne veut pas la limiter à la maternité, elles défendent cette gestation pour autrui en disant dans le fond, d'abord que dans les pays où ça arrive, c'est extrêmement, disent-elles, comment dire, régulé, organisé, que ce sont des mères qui ont déjà 2 enfants et qui doivent rencontrer la famille d'accueil, et que tout cela est dans le fond, après tout, acceptable. Oui, moi j'y suis très opposé. Et je me bats depuis 10 ans contre cela. Et Vous avez l'impression qu'on va y arriver, que le risque est là aujourd'hui? Non, mon point de vue et mon analyse est contraire. C'est-à-dire poursuivre ce dossier depuis 10 ans. Il y a 3-4 ans de cela, il y avait, me semble-t-il, des forces plus importantes dans ce pays, à gauche comme à droite, d'ailleurs, en faveur de la GPA. Aujourd'hui, l'évolution se fait plutôt, autant que je le vois, à gauche. Et à droite, c'est tout à fait manifeste, mais même à gauche, vers un rejet beaucoup plus radical de la GPA. Pour quelle raison j'y suis opposé? C'est que autant donner son sperme n'est pas très difficile, en plus c'est auto-limité et c'est un don gratuit. En revanche, porter un enfant pendant 9 mois, avec les risques, c'est évidemment une contrainte que toutes les femmes connaissent. Si bien que compte tenu de ce que sera la demande, quand vous regardez, d'ailleurs quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est obligatoirement une intégration dans un système marchand. Et l'idée de la procréation médicalement assistée, généreuse, altruiste et gratuite, honnêtement, ça ne tient pas la route, ça n'est pas possible, pour quelques personnes exceptionnelles. Si bien que la grossesse pour autrui, c'est véritablement l'acceptation de la commercialisation de la fonction gestatrice des femmes. Or, je n'appelle pas de mes voeux que l'on commercialise encore plus les différentes fonctions du corps de l'homme et de la femme, et notamment celle-là. C'est vrai qu'en même temps, on sait que ça existe. Ça existe aux États-Unis. Un certain nombre de stars nous révèlent chaque jour qu'elles font appel à des mères porteuses. Notamment des actrices, pour n'avoir pas à connaître cette interruption de 9 mois à la grossesse. Oui, alors parfois c'est pour des raisons de confort, parfois c'est vraiment pour des raisons médicales. De stérilité, puis les homosexuels. Il y a effectivement des couples homosexuels aux États-Unis qui ont recours. Vous avez le sentiment que l'effet, alors il y a cet effet de marchandisation. Pas toujours, parfois il y a des femmes qui le font gratuitement, qui le font. C'est vrai, mais quand vous regardez la demande, madame, vous êtes femme, je crois savoir que vous avez des enfants, vous voyez bien, est-ce que véritablement vous allez trouver tant de femmes qui généreusement, comme cela, pour faire plaisir à autrui, vont porter un enfant, vont accepter de ne pas l'aimer, vont accepter de le donner? Honnêtement, ça, on ne peut pas le croire, on ne peut pas le croire. Certaines femmes, toujours celle-là, Elisabeth Roudinesco par exemple, qui dit « c'est une peur qui est constante depuis les débuts de la famille moderne. En général, on a peur de l'effacement de la différence des sexes et on a peur que la femme sorte de l'ordre naturel. » Mais moi, je parle pas de ça du tout, hein. Je parle simplement, honnêtement, je ne pense absolument pas qu'il faille supprimer la différence entre les sexes. D'une certaine manière même, un des arguments qui n'est pas recevable. Souvent l'on entend, mais voyez, si vous autorisez l'accès des femmes en couple à la PMA, alors les hommes vont se sentir discriminés, puisque les hommes, pour avoir un enfant, auront besoin de faire appel à la GPA. Honnêtement, ça n'est pas recevable pour 2 raisons. Premièrement, même si on considère que ce droit est acceptable pour les hommes, un droit acceptable n'est jamais un droit qui exige d'aliéner un tiers pour être exercé. L'aliénation d'un tiers
n'est jamais partie intégrante d'un droit. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai déjà dit, mais c'est vrai en plus, mes filles m'ont dit que leur grossesse était magnifique, merveilleuse. Il y en a une qui, une fois par semaine, me tenait au courant de l'évolution. Et ça fait naître chez moi un désir très vif d'être enceint et d'accoucher. Mais vraiment, ce désir, il est très vif. Et puis, j'ai pas pu. Je ne prétends pas avoir été discriminé. Il y a effectivement une différence de nature entre les hommes et les femmes. Les femmes peuvent accoucher et avoir une grossesse. Ça n'est pas un produit marchand. Ça n'entre pas dans le commerce. Moi, je peux le regretter, mais c'est comme ça. Je suis un homme, je ne le peux pas. Et par conséquent, le fait de n'avoir pas atteint mon rêve d'être enceint et d'accoucher n'est pas une discrimination. Vous voulez dire qu'on accepte les limites de la nature. Pourtant, quand on est généticien, quand on est un scientifique, on veut aussi surmonter un certain nombre de ces limites de la nature. On veut les dépasser. Non, on veut surtout dépasser les anomalies de cette expression de la nature, c'est-à-dire les malfonctions, les maladies, les insuffisances. Le médecin, si vous me demandez si je veux créer un hybride entre un singe et un homme, je vous dirais, écoutez madame, c'est absolument stupide. D'abord, ça n'a aucun intérêt, puis il n'y a aucune manifestation du désir d'aider quelqu'un faisant cela. Ce que fait un médecin, ce que fait un généticien, c'est qu'il essaye effectivement de permettre à la nature de s'exprimer totalement. Dans le cas de la PMA pour des femmes, à partir du moment où sociologiquement on considère que effectivement l'amour est sexué et asexué. Et en tout cas, les couples peuvent être monsieur, monsieur, madame, madame, ou le plus souvent, évidemment, monsieur, madame. Dans ce cas-là, ce couple de femmes, il est stérile, mais toutes les femmes peuvent faire appel à la PMA. Il n'y a pas de différence de nature. Il n'y a pas de négation de la différence de nature. Dans l'autre cas, il y a marchandisation du corps de la femme et, justement, négation de cette différence. Merci beaucoup Axel Kahn de toutes ces explications. C'est vrai que ce sont des thèmes et des termes qu'on utilise maintenant de façon assez courante, mais c'est très bien de revenir un peu sur les définitions et l'essentiel. Merci. Restez avec nous, c'est Alain Marchal bien sûr pour le 20h et je vous retrouve avec Olivier Mazerolle.